Bonsoir, merci à vous de nous retrouver. Violence politique armée dans les démocraties. Comment faire? Comment faire pour la justice? Comment faire pour la société? Avant qu'elle n'émerge et après, quand la justice ne règle pas tout, loin s'en faut. Ces interrogations s'inscrivent au cœur aussi de la relation franco-italienne sur la période des années de plomb, il y a plus d'un demi-siècle. Et elles viennent juste de rebondir. La semaine dernière, la Cour de cassation française a rendu un arrêt qui met fin aux demandes d'extradition italienne de 10 anciens militants d'extrême gauche, des ex-brigades rouges ou d'autres groupes armés, condamnés par contumace pour assassinat, complicité ou association par la justice italienne, mais qui avait trouvé refuge en France dans les années 80 et 90. À Rome, cette décision était accueillie très froidement par la presse. Le Corriere della Sera, centre droit, met à sa une la colère des parents de victimes. La République, à centre gauche, parle d'une blessure insurmontable et la Stampa à droite cible l'arrogance française sur les ex-brigades rouges. Rappelons que pour l'Italie, l'hypothèse d'une amnistie n'est même pas posée. Pour nous éclairer, bonsoir et merci à nos invités d'être là. En duplex, Paolo Levi, vous êtes le correspondant de l'ANSA, l'équivalent italien de l'AFP à Paris. Mia Benedetto, vous êtes enseignante d'italien à Corté. Vous n'êtes pas impliquée directement dans cette histoire, mais votre jeunesse y a baigné. Je vous propose d'écouter tout de suite l'avocate des ex-brigades rouges, Irène Terrel. Elle a évidemment salué cette décision. Elle dénonce ce pourvoi en cassation. Pour elle, il était uniquement politique. Écoutons-la. Ce pourvoi n'avait aucun fondement juridique. Quand la décision a été rendue le 28 juin, Emmanuel Macron, qui était au sommet de l'OTAN, dans le même temps, ça s'est passé, c'est quasi simultané, c'est incroyable, mais c'est vrai, a commenté cette décision. Il s'est permis de dire que voilà, tous les recours seraient exercés, etc. Donc il a clairement laissé entendre qu'il y aurait des instructions pour un pourvoi. Je n'ai jamais eu en 30 ans d'exercice en matière d'extradition, parce que j'ai fait beaucoup de droit international, je n'ai jamais eu un seul pourvoi. Donc c'est un pourvoi qui a été fait sur ordre politique. Et qui, compte tenu encore une fois du rôle de la Cour de cassation, qui est une juridiction qui statue en droit, d'accord, qui ne se penche pas sur les faits, donc elle statue en droit, et bien ces décisions en droit, elles étaient remarquablement motivées. Donc ce pourvoi ne pouvait que aboutir à un échec. Mia Benedetto, cette décision, à vous, elle vous a apaisé, mais pas tout à fait. Pourquoi ? Mais parce que je pense qu'on n'est pas encore dans le temps de passer à autre chose. C'est une période éminemment tragique et sensible et c'est pas cette extradition, je pense, ne pouvait pas mettre un clap de fin à cette saison, malheureusement. Et j'espère que néanmoins, ça puisse permettre de passer à autre chose, puisque là, on arrive vraiment à la fin d'un parcours, et peut-être de pouvoir enfin aller vers la mémoire, et dans ce cas-là, peut-être vers un apaisement pour l'Italie. En tout cas, dans cette partie franco-italienne, Paolo Levi, cette décision de la Cour de cassation, elle clôt un moment. Quels sont les points juridiques ? Irène Terrel rappelait qu'il y avait des arguments juridiques très forts dans cette décision. Quels sont les points juridiques qui ont pu choquer les Italiens ? Écoutez, tout d'abord, la réaction en Italie, notamment des familles des victimes, a été très très sobre. Vous savez, s'il y a un pays qui a quelque part sanctuarisé la leçon de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs qui est à la base de nos états de droit en Europe, c'est bien l'Italie, où la séparation entre exécutif et judiciaire est vraiment respectée de façon très très profonde. Donc un grand respect pour la décision souveraine de la Cour de cassation française. Et après, dans la lecture du jugement en Italie, il y a eu un peu d'amertume, notamment par rapport à une des deux motivations évoquées, celle qui concerne le respect de la famille et de la vie privée des anciens brigadistes, parce qu'il y a notamment
certains fils de victimes du terrorisme, comme par exemple Mario Calabresi, qui est le fils d'un commissaire qui avait été tué brutalement par les Brigades Rouges, qui dit « Ok, je peux comprendre le respect de la famille, mais nous, notre famille, moi, mon père, je l'ai perdu, hélas, et ce respect-là, les Brigades Rouges ne l'ont pas respecté. » Donc, quelque part, une grande amertume pour peut-être ce qui a été une absence d'empathie par rapport aux victimes, notamment pour cette question. Après... Excusez-moi, c'est un argument de la Convention des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme, comme celui de l'absence de garantie sur le jugement, sur un deuxième jugement quand on a été jugé par contumace. Là, est-ce que ça a généré des commentaires en Italie ? Oui, absolument. Mais disons, ce qui a le plus déçu, c'est cette question du respect de la vie privée, parce que, OK, on respecte la vie privée et la famille des prévenus et pas des... Et en revanche, les personnes, plus de 350 qui ont été tuées de façon sanguinaire dans ces années de plomb, voilà, personne ne peut leur rendre là. Donc ça a été vu, disons, un petit peu comme une absence d'empathie, d'humanité de la part des juges qui auraient pu utiliser peut-être un langage légèrement plus policé. Mais ceci dit, il y a un grand respect pour la décision de la cassation. Vous savez, l'Italie a la séparation des droits chevillée à sa constitution et donc on comprend très bien. Pour beaucoup de victimes, il y a une grande blessure qui persiste, mais pour nous, le respect de la séparation des droits, la leçon de Montesquieu qui nous vient des Lumières est fondamentale. Je vous coupe. Ce dossier, Irène Terrel dit que c'est un dossier très politique, mais il est politique depuis le début. En tout cas, cette procédure qui a abouti à la Cour de cassation, elle a démarré par des arrestations en avril 2021. 10 personnes sont arrêtées d'un coup. Cela ne s'était jamais fait. Des personnes âgées aujourd'hui entre 65 et 75 ans. On écoute. Sur les 10 anciens membres des Brigades Rouges visées, 7 qui figurent ici en photo ont été interpellés. Une opération décidée par le ministère de la Justice. Je n'ai strictement aucun état d'âme. Le président de la République, depuis le début de la mandature, est en relation étroite avec nos amis italiens qui souhaitent que soient enfin jugés ces terroristes. Les 5 hommes et les 2 femmes arrêtés ont été condamnés en Italie pour des actes de terrorisme d'extrême gauche, perpétrés dans les années 70 et 80. Les années de plomb et leurs dizaines d'enlèvements, d'assassinats, dont celui retentissant de l'ex-président du Conseil, Aldo Moro. Aldo Moro sera prisonnier des Brigades Rouges pendant 55 jours. Comme beaucoup d'anciens brigadistes, ceux qui ont été interpellés ce matin avaient trouvé refuge en France. Plusieurs avocats ont dénoncé ces arrestations qui, selon eux, rompent avec la doctrine Mitterrand. Un engagement pris par l'ancien président en faveur des ex-brigadistes qui renonçaient à la violence. La décision a été prise de violer la parole de la France, puisque la France s'est engagée depuis les années 80 à ne pas renvoyer en Italie les réfugiés italiens qui étaient présents sur son territoire. Conduites au palais de justice de Paris, les 7 personnes interpellées sauront dans les jours à venir si elles seront ou non extradées. De son côté, l'Italie s'est dite satisfaite de la décision de la France. Voilà, donc cette arrestation, à l'époque, avait donné lieu à un satisfecit de la part de Rome. C'est raté aujourd'hui. Mais ce qu'on voudrait comprendre, Paolo Levi, c'est qu'est-ce qui pousse finalement Emmanuel Macron et son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, à faire ce geste complètement inédit ? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement ? Écoutez, je pense qu'il y a différents facteurs qui ont poussé l'actuelle administration d'Emmanuel Macron à faire ce geste historique. Tout d'abord, je pense qu'Emmanuel Macron est d'une autre génération, c'est-à-dire il est né en 1977 et il appartient, disons, à une génération post-idéologique, donc qui n'a pas vécu sur sa propre peau la division des 2 blocs, du monde en 2 blocs et la contraposition entre l'Est et l'Ouest et les années de plomb en Italie comme le terrorisme plus en général politique en Europe. Et donc ça, c'est une première
raison. La deuxième, c'est aussi une question d'opportunité politique, parce que il faut voir aussi quand tout cela s'est passé. C'est-à-dire, on a vécu, la France et l'Italie, ensemble, un choc majeur qui a été celui de la crise sanitaire liée à la pandémie. Et le 20 juillet 2020, il y a eu l'impensable qui s'est produit en Europe. Vous savez, peut-être aujourd'hui on le perçoit pas encore, parce que sur ce genre de choses, il faut quand même un peu de recul historique pour en mesurer la portée. Mais le 20 juillet 2020, il y a eu un basculement majeur dans l'histoire de l'intégration européenne, c'est-à-dire que la France, avec l'Italie à côté, sont devenus presque une seule république, et ils ont réussi au niveau européen à faire effondrer un tabou qui persistait depuis l'après-guerre, qui était celui, disons, quelque part de la rigueur germanique en matière de compte public, etc. Il y a eu le plan de relance européen qui a été adopté, et pour la... Je vous coupe parce que c'est presque une conséquence, mais vous dites que le litige diplomatique qu'il y avait entre la France et l'Italie à propos des Brigades Rouges et des ex-Brigades Rouges était à ce point fort qu'il empêchait tout rapprochement, et que grâce à ce geste totalement inédit de la part d'un président de la République française, ça a débloqué cette entente italienne, c'est ça que vous dites ? Elle l'a magnifié certainement. Alors, disons, l'Italie et la France sont deux pays qui s'entendent quasiment sur tout. Nous sommes vraiment deux pays frères. Et en Europe, on a vu que quand on est unis plus que jamais, jusqu'à presque former une seule république ensemble, on peut obtenir gain de cause dans les grandes batailles européennes comme celle du plan de relance et la mutualisation de la dette. Et il y a eu dans ces années seulement deux grandes questions, trois qui fâchent. La première, c'est la question migratoire, parce que l'Italie, voilà, elle accuse les partenaires européens d'une absence de solidarité très longtemps manifestée. La deuxième, c'est la question libyenne. Et la troisième, plus ancienne, était cette question des anciens brigadistes. Moi, je pense que Emmanuel Macron a voulu... Je vous coupe de nouveau parce que ce litige, il s'est ancré en 1985. On le voit sur ces images, aux côtés du dirigeant italien Bettino Craxi. François Mitterrand avait posé cette protection pour les réfugiés politiques italiens de gauche qui abandonnaient leurs engagements. Une incompréhension absolue pour les familles de victimes, comme nous l'a dit Paolo Levi. On écoute le témoignage de Benedetta Tobagi. En Italie, ces refus sont vécus comme un camouflet par les familles des victimes. Elles ne comprennent pas. Benedetta Tobagi appartient à l'une de ces familles meurtries. Son père, Walter Tobagi, était journaliste. En 1980, lorsque Benedetta avait 3 ans, il a été assassiné par un groupuscule terroriste d'ultra-gauche. Walter Tobagi avait 33 ans. Il était spécialiste du terrorisme. Aujourd'hui, sa fille est devenue historienne. Elle ne fait pas partie de ceux qui réclament vengeance. Mais pour elle, les extraditions restent nécessaires. C'est aussi une manière de reconnaître l'humanité des victimes qui ont été tuées. Quand on a subi une violence, un abus, un tort grave, la vérité des faits est importante. La reconnaissance publique vous rend votre place dans le monde, votre dignité. La vérité des faits est importante, dit Benedetta Tobagi, mais où en est, quand on sort de la focale franco-italienne, où en est la vérité sur les années de plomb en Italie ? Rapidement, il faut rappeler les chiffres rassemblés par l'historienne Monica Lanzoni. Entre 1969 et 1982, il y a eu 12 000 attentats, 100 100 victimes, 351 morts, la moitié due aux actions de l'extrême droite. Notamment, on se souvient de l'attentat de la Piazza Fontana qui avait marqué une déflagration dans la vie, y compris européenne. Des actions souvent associées au service secret italien dans la stratégie de tension. Mia Benedetto, c'est cette vérité que vous ne trouvez pas, extradition ou pas, justice ou pas ?
vous la cherchez et vous ne la trouvez pas. Oui. Dans votre génération, c'est important, la génération juste après. Tout à fait. Alors, comme dit Nanni Moretti, les mots sont importants. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'il y ait des mots pour soigner les blessures. Et cette blessure donc, qui commence en 1969, moi je suis née en 72, je nais en plein milieu des années de plomb, mais ça m'a accompagnée intimement et aussi dans mon travail. Et je crois que il faut être, c'est important d'être rigoureux. Et quand on se penche donc sur ces années qui sont, comme on a déjà dit, comme on avait dit, un vertige on a l'impression d'assister à un vertige de violence et dont la matrice serait cet attentat de Piazza Fontana qui toujours sans coupable, toujours sans coupable, avec on a l'impression d'assister à un fiasco de la justice, parce qu'en 2005, par exemple, on a réclamé aux parties civiles, aux victimes, les frais des procès. Et à l'époque, le président Trump avait dit que l'État, bien sûr, se chargerait des frais. Et donc, il y a des coupables reconnus, mais par toute une série d'acquittements et de prescriptions, personne n'est en prison pour cet attentat terrible. Et les coupables sont des militants d'extrême droite, de Ordine Nuovo. Et donc, c'est quand même assez perturbant, oui. Paolo Levi, que pensez-vous du bilan judiciaire de ces années en Italie ? Est-ce qu'on arrête ? Écoutez, il y a beaucoup de responsables qui ont enduré la prison, et certains ont escompté leur peine et aujourd'hui sont retournés libres. Il y en a même qui participent au débat public. Il y en a qui sont devenus des journalistes très, très importants. Donc, ça aussi, cette absence d'extradition de ceux qui étaient partis en France, est aussi une forme d'injustice aussi pour ceux et ils sont beaucoup qui ont passé beaucoup d'années en prison et qui, eux, ont assumé, et aujourd'hui, ils sont retournés, ils ont retrouvé leur liberté, et ils ont beaucoup mûri. Et donc, d'un côté, il y a eu un travail judiciaire qui s'est fait, et en général... Pardon ? Paolo Levi, on arrive presque de la conclusion. En tout cas, est-ce que pour vous, l'hypothèse d'une amnistie s'éloigne ou se rapproche avec cette décision française ? Il nous reste un peu plus d'une minute, et vous devez partager avec nous. Écoutez, elle s'éloigne beaucoup, parce que si vous voyez l'arrêt de la Cour de cassation, ce n'est pas un arrêt tellement juridique, parce qu'il y a une même décision pour 10 cas très différents entre eux. Donc c'est presque une décision humanitaire. Donc quelque part, c'est comme si la Cour de cassation française avait fait l'amnistie à la place du président de la République italien. L'amnistie, elle avait du sens à partir du moment où les 10 anciens terroristes étaient extradés en Italie. Et là, alors, le président de la République italienne aurait pu les amnistier. Mais là, c'est la cassation française qui, en quelque sorte, a fait l'amnistie à notre place. Mia Benedetto, s'il y avait une amnistie, est-ce que ça suffirait pour vous ? Non. Je pense qu'il faut vraiment un travail des historiens et un éclairage sur toutes ces années pour que tous les fantasmes autour de ces années s'évanouissent. Et je pense que c'est la solution. Merci beaucoup à vous deux pour ce court échange. En tout cas, pour tout le monde, je vous conseille une bonne série de Marco Bellocchio sur Arte qui revient sur ces années-là. Et sur la Rai, si vous pouvez, une autre série sur Cesare Battisti. Merci à vous. À bientôt. Je vous laisse avec votre Corsica Zère.